Elles étaient rebelles, talentueuses, admirées, mais le destin les a emportées à leur apogée. Entre les années 1950 et 1980, le cinéma français a vu certaines de ses plus brillantes étoiles disparaître prématurément, emportées par un ennemi silencieux, le cancer, autant de noms qui font frémir les cinéphiles. Dans cette vidéo émouvante, nous vous emmenons à la découverte de leur vie, de leurs combats et de leurs déboires. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos hommages et laissez-vous emporter par ces histoires émouvantes. Regardez la vidéo complète, puis explorez l'article ci-dessous. Chaque chapitre est un aperçu du destin d'une légende disparue. Vous pensiez les connaître? Attendez de découvrir ce qu'ils ont vraiment vécu. Gérard Philipe, le prince au destin brisé. Il était beau comme un rêve, brillant comme un matin d'été sur la côte d'Azur. Gérard Philipe, avec ses yeux clairs et son regard grave, n'était pas seulement un acteur. Il était une promesse, une lumière fragile dans la France d'après-guerre, encore marquée par les blessures profondes de l'histoire. À peine la trentaine entamée, il incarnait déjà les espoirs d'une génération, celle qui voulait croire encore en la beauté, en l'art, en l'amour. On se souvient de lui dans Le diable au corps, amoureux et perdu, ou dans Fanfane la tulipe, bondissant, insouciant, charmeur. Mais derrière ce visage éclatant, il y avait une conscience aiguë du monde, un homme engagé, lucide, souvent mélancolique. Il refusait les rôles faciles, choisissait ses films comme on choisit ses combats. Pour lui, jouer était un acte de foi, presque politique. Mais le destin, cruel et précipité, l'a fauché sans prévenir. À seulement 36 ans, en novembre 1959, Gérard s'éteint d'un cancer fulgurant du foie. Le public est abasourdi. Comment cet homme, cette étoile, a-t-il pu disparaître si tôt? La nouvelle fait l'effet d'une gifle dans tout le pays. On pleure non seulement l'acteur, mais l'ami, le frère, le symbole d'une France élégante, cultivée et libre. Sa tombe, à Ramatuelle, porte cette épitaphe bouleversante. Il ne faut pas pleurer parce qu'il est mort, mais sourire parce qu'il a vécu. Une invitation à se souvenir de lui non dans la douleur, mais dans la lumière. Et cette lumière, celle de Gérard Philipe, continue d'éclairer nos écrans, nos mémoires, nos cœurs. Martine Carole, la star piégée dans son propre miroir. Alors que la France pleurait, Gérard Philipe, une autre étoile continuait de briller dans un ciel déjà menacé. Martine Carole, la blonde incendiaire, l'icône sensuelle des années 50, adulée, désirée et terriblement seule. Elle n'était pas simplement une actrice. Elle était un mythe façonné par les studios, une poupée de porcelaine que l'on maquillait, coiffait, vêtait comme une déesse hollywoodienne à la française. Avec Lola Montez, Caroline Chéry ou encore Lucrèce Borgia, elle offrait à l'écran une image de perfection presque irréelle. Mais derrière le sourire figé et le regard bleu acier, il y avait une femme fatiguée d'être réduite à un corps, à un rôle, à une image. Martine Carole vivait dans l'ombre de sa propre célébrité. Chaque film était un combat contre les critiques acerbes qui la jugeaient superficielle, manipulée, dépourvue de talent réel. Elle tentait pourtant de se réinventer, de s'affranchir, de devenir plus que la blonde de service. Mais l'époque, cruelle, ne la laissait pas respirer. À 46 ans, dans une chambre d'hôtel à Monaco, Martine s'éteint brutalement. Officiellement, une crise cardiaque. Officieusement, des murmures évoquent une combinaison mortelle de médicaments et de traitements liés à un cancer du sein qu'elle aurait dissimulé. Dans un monde où vieillir est un crime pour les femmes, elle aurait préféré disparaître en silence. Son départ, presque passé inaperçu dans le vacarme d'une France en pleine mutation, a laissé un vide étrange. Martine Carole était de ces femmes qui paient cher le droit d'être admirées. Prisonnière d'un miroir qui ne lui appartenait plus, elle s'est brisée dans une solitude étourdissante. Mais ces films, eux, continuent de témoigner d'une époque, d'un glamour désormais révolu. Michel Auclair, l'élégance discrète d'un homme en retrait, alors que le monde du cinéma s'emballait pour des figures flamboyantes, Michel Auclair, lui, avançait à pas feutrés, presque sur la pointe des pieds. Il n'avait ni l'éclat solaire de Gérard Philipe, ni la provocation sensuelle de Martine Carole. Et pourtant, dans le silence de ses regards, dans la retenue de ses gestes, il imposait une présence rare, une force tranquille. Né en 1922, comme Gérard, il appartenait à cette génération d'acteurs marqués par la guerre, par l'attente, par le besoin vital de raconter autrement. Avec son visage fin, ses traits presque aristocratiques, Michel Auclair incarnait un autre type de masculinité. Moins conquérante, plus mystérieuse, parfois blessée. Dans Les Aventuriers, La Marie du Port ou encore La Vérité, il jouait souvent des hommes tiraillés entre le devoir et le désir, entre le masque et l'abîme. Il ne cherchait pas la lumière, il la fuyait même. Peu friand de mondanité, discret à l'extrême, Auclair préférait le théâtre, les seconds rôles profonds, les personnages à contre-courant. Mais ce retrait n'était pas une stratégie, c'était sa nature, une pudeur immense, presque douloureuse.
Les années passent et le cinéma français change de peau. La nouvelle vague emporte tout sur son passage. Michel, lui, continue d'exister dans l'ombre, avec cette élégance désuète qui séduit les réalisateurs les plus sensibles. Mais derrière le calme apparent, le corps commence à trahir ses secrets. Un cancer s'installe lentement, ronge en silence. En 1988, il s'éteint à 66 ans. Peu de médias s'en émeuvent vraiment. Son nom déjà ne parle plus aux nouvelles générations. Pourtant, pour ceux qui savent ne regarder entre les plans, dans les creux de la narration, Michel Auclair laisse une empreinte subtile. Une trace indélébile. Il est de ces comédiens qu'on ne remarque pas tout de suite, mais qu'on n'oublie jamais. Mireille Balin, l'étoile tombée dans l'oubli. Avant même que Martine Carole ne devienne la reine des studios, avant même que Gérard Philippe ne charme les foules, Mireille Balin régnait déjà sur les écrans français. Dans les années 1930, elle était ce que l'on appelait alors une femme fatale. Regard de velours, port altier, voix basse et envoûtante. Elle n'entrait pas dans une pièce, elle la possédait. Son ascension fut fulgurante. Pépé le Mocco, l'assassinat du Père Noël, l'étrange Monsieur Victor, chaque film faisait d'elle une icône, un fantasme, une figure inatteignable. Le public la vénérait, les réalisateurs se l'arrachaient. Et pourtant, derrière cette beauté presque sculpturale se cachait une femme fragile, souvent malheureuse, perdue dans les méandres de ses propres choix. La guerre allait changer sa vie. Amoureuse d'un officier italien durant l'occupation, Mireille Balin devint malgré elle un symbole de collaboration aux yeux de l'opinion. À la Libération, elle fut arrêtée, humiliée, tondue. Le public, qui l'adorait hier, la conspuait aujourd'hui. L'industrie du cinéma, toujours prompte à oublier, la raya de ses tablettes, brisée, rejetée, sans rôle ni ressources, elle sombra lentement dans la solitude. Elle tenta de revenir, sans succès, le miroir s'était fissuré. On ne lui pardonna jamais ses amours interdites, réelles ou supposées. Pire encore, on l'oublia. Et quand on oublie une actrice, on la tue 2 fois. Dans ces dernières années, elle vivait presque recluse, rongée par la maladie. Probablement un cancer avancé, jamais officiellement nommé. Sans soins appropriés, sans entourage, elle s'éteignit en 1968, à l'âge de 59 ans, dans un hospice à Clichy. Aucun hommage national, aucune rétrospective. Seuls quelques rares cinéphiles se souviennent aujourd'hui de cette étoile tombée bien trop tôt. Mireille Balin, c'était le cinéma avant la gloire mécanique. Un cinéma fait de visages, de silence, de mystère. Son destin, tragique, rappelle que la beauté ne protège ni du monde, ni de la haine, ni de l'oubli. Henri-Georges Clouzot, le génie obsédé par le chaos, après les sourires effacés de Mireille Balin, le cinéma français se devait de réinventer sa voix, sa colère, sa vérité. Et dans cette nécessité brûlante de dénoncer, de bousculer, de montrer l'humain dans ce qu'il a de plus nu et terrifiant, un nom s'imposa, Henri-Georges Clouzot. Il n'était pas comédien, il ne se glissait pas dans les rôles. Il les forgeait, à coups de silence, de tension, d'angoisse. Il était l'œil, celui qui observe sans détourner le regard, même quand cela dérange. Surtout quand cela dérange. Clouzot n'était pas de ces artistes faciles à aimer, exigeants, durs, parfois cruels. Il poussait ses acteurs jusqu'à la rupture, jusqu'au bord de l'abîme, parce qu'il croyait que seule cette limite révélait l'humain. Dans Le Salaire de la peur, il filme la peur comme une entité vivante. Dans Les Diaboliques, il transforme l'amour en poison. Il voyait l'âme humaine comme une guerre intérieure et sa caméra en était le champ de bataille. Mais ce perfectionnisme avait un prix. Clouzot vivait sous tension permanente, incapable de faire taire ses démons. Le tournage de l'Enfer, projet maudit, en est l'exemple le plus éclatant. Obsédé par la jalousie, il s'enferma dans une spirale de prises impossibles, de doutes, d'effondrements. Le film ne vit jamais le jour de son vivant. Son cœur, trop sollicité, commença à faiblir. En 1977, il s'éteint à 70 ans, après des années à lutter contre une maladie cardiaque que certains décrivent comme une forme rare de cancer du cœur. Une mort lente, progressive, à l'image de son œuvre, oppressante, inexorable, bouleversante. Clouzot n'était pas un homme tendre, mais il fut sans doute le plus lucide des cinéastes français de son temps. Il voyait dans chaque être humain une faille, une ombre, une vérité insoutenable. Et il la filmait sans filtre. Aujourd'hui encore, son nom suscite la crainte autant que l'admiration. Il était le chirurgien du réel, celui qui ouvrait les plaies sans anesthésie. Et quand il s'en est allé, c'est tout un pan du cinéma français qui a perdu son miroir le plus cruel et peut-être le plus juste. Jean Seberg, la muse étrangère au cœur blessé, à la suite du regard tranchant de Clouzot sur l'âme humaine, un autre visage vint hanter les écrans français, mais cette fois d'un éclat étrange, presque irréel. Jean Seberg, l'américaine aux cheveux courts, débarqua dans le cinéma hexagonal comme une météorite fragile. Elle n'était pas née en France, mais elle y est morte à petit feu.
Elle n'avait que 21 ans lorsqu'elle devint l'icône de toute une génération grâce À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Son accent anglais charmant, son sourire mélancolique, ses silences habités, tout en elle détonnait. Jean Seberg était la nouvelle vague, cette rupture avec l'ancien monde, cette liberté nouvelle, insaisissable. Elle n'était pas une actrice comme les autres, elle était une présence, une vibration, une fracture vivante entre l'innocence et la douleur. Mais derrière cette fraîcheur de façade, Jean portait déjà de lourdes cicatrices. L'Amérique ne lui avait jamais pardonné ses engagements politiques ni ses choix amoureux. Ciblée par le FBI, harcelée dans sa vie intime, elle se réfugia en France pensant y trouver la paix. Elle y trouva le silence et la solitude. Au fil des années, les rôles s'amenuisent, les producteurs s'éloignent. Son aura rebelle n'entre plus dans aucune case. Et surtout, son corps commence à lâcher. Jean lutte contre un cancer du col de l'utérus, silencieusement, dignement, comme tout le reste. Mais la maladie sournoise s'ajoute aux tourments psychologiques. En août 1979, elle est retrouvée sans vie dans sa voiture, au pied d'un immeuble parisien. Un suicide? Officiellement. Elle n'avait que 40 ans. Une bougie soufflée trop tôt par un vent trop fort. Jean Seberg n'a jamais vraiment appartenu à un pays, ni même à une époque. Elle était de passage, comme un souffle de liberté désespérée. Et son reflet continue de vivre dans les regards de toutes celles qui osent être libres et en perdent le prix fort. Visage d'ombre et de tourment, Maurice Ronet. Il incarnait cet homme que l'on croit connaître mais que l'on ne saisit jamais vraiment. Silencieux, magnétique, il portait la mélancolie comme d'autres portent le charme. C'est dans Ascenseur pour l'échafaud, puis surtout dans Le Feu follet, chef-d'œuvre de Louis Malle, qu'il impose sa marque indélébile. Il y joue un homme au bord du vide, las, épuisé de vivre, mais trop lucide pour se mentir. Ce n'est pas un rôle, c'est un miroir, car Maurice Ronet ne jouait pas. Il exposait ses propres vertiges, ses failles, ses abîmes. Loin des excès tapageurs, il avançait avec élégance, toujours bien vêtu, toujours distant. Mais ses yeux trahissaient l'orage intérieur. Il était de ces hommes que la nuit attire, irrémédiablement, alcool, tabac, femmes. Il cherchait dans les plaisirs fugaces un apaisement que la lumière du jour ne savait lui offrir. Un besoin d'oubli, un refus du banal. Et puis, la maladie est arrivée, comme un châtiment, mais aussi comme une délivrance. Le cancer du poumon, fruit amer de ses nuits trop longues, le rongeait lentement. À l'hôpital Necker, où il fut hospitalisé en silence, il savait, il acceptait, il n'avait pas peur. Il n'a jamais eu peur de la faim, seulement du vide. Maurice Ronet s'est éteint en 1983 à 56 ans, presque dans l'indifférence. Quelques articles, quelques lignes. Mais ses films, eux, continuent de parler à ceux qui savent écouter. Son corps s'est évanoui, mais sa voix intérieure, grave et douce, résonne encore dans les travelling lents et les silences pleins de sens. Il fut l'élégance du désespoir, la beauté d'une chute maîtrisée, et peut-être quelque part, voulait-il vraiment partir ainsi, sans bruit, comme un soupir au fond de la nuit. Jacques Becker, le bâtisseur de silence fauché en plein vol. Dans le monde frénétique du cinéma, où le bruit et les passions se croisent sans relâche, il est des artisans qui préfèrent la patience à l'esbrouffe, la nuance à l'éclat. Jacques Becker était de ceux-là. Un réalisateur discret, presque effacé, mais qui composait ses films comme des partitions sensibles, avec précision, avec cœur. Fils de sculpteur, ancien assistant de Jean Renoir, Becker s'est très tôt détaché des figures imposées. Il voulait parler des gens, des vrais, de leurs doutes, de leurs élans, de leurs blessures invisibles. Casque d'or reste encore aujourd'hui une déclaration d'amour au cinéma populaire et aux tragédies humaines. Mais c'est avec Le Trou, son dernier film, qu'il a touché à l'essentiel. Une œuvre dépouillée, tendue comme une corde, où chaque silence dit plus que 1000 dialogues. Becker aimait les histoires de prison, de rédemption, de fuite impossible. Peut-être parce qu'il sentait lui-même qu'il était prisonnier du temps. Depuis des années déjà, il luttait en silence contre un cancer, sans jamais en faire état. Comme ses héros, il avançait malgré tout, la caméra comme unique boussole. Quand Le Trou sort en 1960, le public salue l'audace, la sobriété, l'humanité. Mais Jacques Becker n'est déjà plus là pour le voir. Il est mort peu avant la sortie du film, à seulement 53 ans, épuisé, vidé, mais apaisé. Il avait terminé ce qu'il considérait comme son testament cinématographique. Il n'a jamais connu la gloire tapageuse, mais il a laissé une empreinte profonde dans le cœur de ses pairs. Truffaut, Chabrol, Melville, tous ont vu en lui un maître, un guide, un frère aîné. Jacques Becker n'était pas un homme de discours. Il croyait en l'image, en la suggestion, en la vérité nue. Sa mort prématurée a privé le cinéma français d'un regard rare. Mais ses films sont encore là. Et dans chaque plan de Touchez pas au Grisby ou de Édouard et Caroline, on sent battre le cœur d'un homme qui, jusqu'à la fin, a voulu faire confiance à l'intelligence du spectateur. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
Si ces histoires vous ont touché, ému ou simplement rappelé à quel point la vie est précieuse, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains hommages et portraits inédits. Partagez vos impressions en commentaire. Quel destin vous a le plus bouleversé? Quel acteur ou actrice mériterait, selon vous, d'être mis à l'honneur dans une prochaine vidéo? Votre avis compte et c'est ensemble que nous faisons vivre la mémoire de ces légendes. Activez la cloche pour être informé dès qu'un nouveau contenu est en ligne. D'autres vidéos arrivent très bientôt et certaines pourraient bien vous surprendre. Encore merci pour votre fidélité et à très vite sur notre chaîne.